Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, thérapeute et passionnée par la quête de ces petites bulles de bonheur qui illuminent nos journées. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et paraît chaque jeudi. Alors, vous vous sentez parfois coincé dans des relations qui vous épuisent ? Aujourd'hui, découvrons ensemble dans notre épisode 273 le triangle de Karpman, un piège relationnel qui nous enferme dans les rôles de victimes, de sauveurs ou de bourreaux. Et bonne nouvelle, il est possible de repérer ces mécanismes et de s'en libérer grâce à quelques clés simples et puissantes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais juste avant, j'ai tellement aimé le témoignage d'Ingrid que j'ai envie de vous le partager. Elle a pioché une carte de 2 minutes de bonheur ensemble qui dit « Raconte un moment où tu t'es senti vraiment libre ». Et voilà sa réponse. J'ai repensé à une balade toute simple au bord de la mer, sans téléphone, sans objectif, juste moi et le bruit des vagues. Ça m'a fait réaliser à quel point je cours tout le temps et qu'il ne tient qu'à moi de m'offrir plus souvent ces petites parenthèses. Depuis, j'ai bloqué un créneau chaque semaine pour m'aérer sans écran et ça change tout. Merci pour cette piqûre de rappel, ces 2 minutes ont eu un véritable impact. Et vous, quand avez-vous pioché une carte de 2 minutes de bonheur la dernière fois ? S'il vous en manque, rendez-vous sur notre site 2minutesdebonheur.com ou sur Amazon. Alors, prêt à reprendre la main sur vos relations ? Allez hop, c'est parti. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ? Oh boy, j'en ai assez de mon collègue qui ronchonne tout le temps. Nous essayons tous de le soutenir en prenant un peu plus, parce que c'est vrai qu'il vit une période difficile avec son divorce. Pourtant, depuis des mois que ça dure, je commence à me demander s'il ne se complaît pas un peu dans son malheur, et si ça ne l'arrange pas un peu finalement. Mon mari, lui, se plaint justement de la place que prend mon travail dans ma vie et de mon manque de disponibilité. Et vraiment, je comprends, et je fais des efforts, mais pourtant il ne semble pas les voir, et il continue de râler. Alors moi aussi, je lui reproche d'être trop exigeant et de ne pas reconnaître que je fais vraiment mon possible. Comme je suis souvent assez investie dans mes relations aux autres, tout ça me plombe le moral. Et là, ça me chicote. Qu'est-ce qui se joue dans ces 2 situations ? Pourquoi est-ce que je me sens lésée, frustrée et si seule ? Puis-je y remédier ? Être en lien avec les autres est un besoin humain fondamental et un ingrédient essentiel de notre bien-être. Ça, vous le savez bien. Cependant, il arrive que nos relations aux autres déraillent. Dans ce cas, elles peuvent aussi nous nuire significativement et parfois inconsciemment. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous parler du triangle de Karpman, aussi appelé le triangle dramatique. Il s'agit d'un schéma relationnel nuisible dans lequel les parties prenantes adoptent 3 rôles standards interreliés. Le bourreau, la victime et le sauveur. Dans ce triangle, les interlocuteurs prennent tour à tour chacune des positions comme s'ils étaient enfermés dans une roue dysfonctionnelle de laquelle ils n'arrivent pas à se sortir. Le triangle se forme dans les interactions de groupe, dans les couples, et sans que personne n'en prenne vraiment conscience ou ne trouve la voie de sortie. Ce triangle crée des dynamiques relationnelles toxiques qui ne satisfont pas notre besoin fondamental de ce lien social et d'appartenance. Décrivons donc ces 3 rôles. Le premier, la victime. Elle se sent faible, limitée, incapable et surestime les capacités des autres. Je vous parlais un petit peu de ce type de comportement dans notre bulle de bonheur 264 sur le complexe d'infériorité. Le bourreau. Lui, il est persuadé que sa valeur est supérieure à celle des autres, ainsi il a tendance à montrer aux autres leurs faiblesses et il attaque. Ensuite, le sauveur. Comme ça, vous vous dites sûrement que c'est le plus beau rôle, et pour cause. Le sauveur vole au secours de la victime. Cependant, il le fait souvent en diminuant l'autre, en lui donnant l'impression qu'il ne s'en sortirait pas sans lui. Et à ce titre, ce qui pourrait apparaître comme sa générosité est plutôt le signal d'une forme de nombrilisme. Vous observez donc que, dans ces 3 rôles, la relation aux autres ne semble ni équilibrée ni bienveillante. Selon Eric Berne, le psychiatre américain, grand chercheur de l'analyse transactionnelle et à l'origine des travaux du docteur Stephen Karpman, à qui nous devons ce triangle, nos relations ont pour objectif de nourrir notre sentiment d'appartenance via la reconnaissance. Or, nous percevons la reconnaissance positive comme être valorisée, entendue, reconnue, comme la reconnaissance négative, celle de l'humiliation, de l'abandon, de la même façon. Dans les 2 cas, nous nous sentons exister, et c'est effectivement l'inverse des moments où nous recevons de l'indifférence.
Le triangle de Karpman est un schéma qui s'ancre dans nos réflexes cérébraux comme une des multiples façons d'obtenir ce besoin de reconnaissance des autres. Il s'active donc inconsciemment pour chercher à obtenir ce dont nous avons besoin. Pourquoi ces dynamiques relationnelles se mettent-elles en place ? Me demanderez-vous. Comme souvent, les mécanismes qui s'ancrent dans notre cerveau viennent de croyances bien installées qui se sont construites avec le temps et dont le déclencheur se trouve souvent dans notre passé ou notre petite enfance. Évidemment, la source de notre tendance à prendre place dans un triangle de Karpman est différente selon chacun de nous. Cependant, certains schémas se répètent plus que d'autres. Commençons par l'influence des blessures de l'enfance. Les interactions familiales dysfonctionnelles sont celles qui nous viennent de nos propres parents qui répètent des comportements typiques du triptyque victime, bourreau, persécuteur. Il n'est pas rare que nous reproduisions ces schémas devenus adultes. Pour nous, ils représentent une forme de normalité. Ces blessures de l'enfance peuvent venir d'un déficit d'attachement sécure. Alors, je vous en ai parlé dans les épisodes 153 et 262, un sur l'autonomie affective et l'autre sur l'attachement sécure. Lorsque notre attachement est sécuritaire, nous sommes capables de trouver une forme d'indépendance et d'équilibre dans nos relations aux autres. Nous n'avons pas besoin de la relation aux autres pour nous valider ou nous permettre d'exister. À l'inverse, si notre attachement n'a pas été assez sécurisant, nos relations interpersonnelles peuvent être affectées à l'âge adulte. Nous avons alors de la difficulté à former et maintenir des liens stables, équilibrés et durables. Nous pouvons développer de l'anxiété liée à nos relations ou encore adopter des comportements de fuite ou au contraire de dépendance émotionnelle à l'autre. Puis les blessures du passé. Alors je vous en ai parlé dans notre série d'épisodes sur le sujet, à commencer par l'épisode 117. Tous les podcasts que nous avons faits sur les blessures de l'âme, donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces blessures peuvent impacter profondément notre rapport aux autres. Par exemple, si nous nous sommes sentis rejetés dans notre petite enfance, il n'est pas rare que plus tard nous recherchions constamment l'approbation et la validation des autres et que notre estime de nous-mêmes repose essentiellement sur ces deux dernières. Nous pouvons également entrer dans ce triangle de Karpman par un manque de compétences relationnelles, c'est-à-dire d'avoir de la difficulté à identifier ses émotions, ses besoins, à les exprimer pour formuler une demande claire. Par exemple, la formation relationnelle et émotionnelle est la plus grande oubliée des programmes scolaires. Elle apparaît progressivement dans des contextes professionnels ou bien dans des accompagnements de couple. En ce qui me concerne, je vois bien que nous sommes inégalement équipés pour ces défis et aussi, à la fois, combien il est absolument possible de s'y former à tous les âges. Et ça, véritablement, je vous le confirme à travers tous les accompagnements que je peux faire. Nous pouvons avoir aussi un besoin de contrôle excessif qui est le reflet d'un certain perfectionnisme, et qui vient sans doute de nos anxiétés, de notre peur de l'abandon ou de notre crainte de déplaire. Je vous renvoie à l'épisode 141 sur la honte. Or, c'est la pente glissante vers des comportements de type persécuteur. Enfin, un manque d'estime de nous-mêmes qui nous fait sans cesse rechercher l'attention et la validation des autres. Ce déséquilibre dans la relation aux autres nous pousse souvent à adopter le rôle de victime. Allez, je change de regard. Comment reconnaître le triangle Karpman dans son quotidien ? Alors voilà quelques signes auxquels vous pouvez être attentif dans vos relations aux autres. Première idée, si vous sentez que vous n'avez pas de contrôle sur votre bien-être, que vos circonstances de vie conditionnent votre sentiment de joie, votre satisfaction personnelle, comme si vous étiez complètement à la merci de ce qui vous est extérieur et que pourtant vous ne pouvez changer. Vous vous sentez impuissant et totalement vulnérable. Par exemple, à la maison, depuis quelque temps, un de mes fils se sent constamment opprimé par les sautes d'humeur de son frère aîné. Il a l'impression que quoi qu'il fasse, ça ne sera jamais bien et il n'arrivera pas à rétablir une relation cordiale avec son complice de toujours. Alors il n'essaye plus. Lorsque moi, la mère, je lui propose des solutions comme de se tourner vers un autre de ses frères, de donner ainsi de l'espace à l'aîné ou d'aller voir un copain, il est trop amer et frustré pour envisager ces solutions-là. Et je vois bien qu'il aborde systématiquement les interactions avec son frère avec ce sentiment d'injustice en toile de fond et combien cela nuit à leur relation et à l'estime de soi de mon fils cadet. Un autre signe pour reconnaître que vous êtes dans le triangle de Karpman, vous souhaitez toujours porter secours aux autres. Lorsque quelqu'un vous confie une difficulté, vous cherchez des solutions à sa place, vous lui imposez même parfois votre aide et vous râlez intérieurement lorsque votre interlocuteur ne saisit pas votre main tendue. Votre attention est constamment orientée vers l'autre au risque de vous oublier. Sans vous en rendre compte, vous créez une relation de dépendance qui génère souvent de la frustration de la part des deux parties. Le premier, la victime, parce qu'il perçoit que vous ne le croyez pas capable de s'en sortir sans vous
vous le faites se sentir nul. Et vous, le sauveur, parce que vos efforts ne portent pas les fruits ou parce qu'ils ne sont pas assez reconnus à votre goût. Même si cela part d'un bon sentiment, le rôle du sauveur déséquilibre les relations. Il crée une dépendance infantilisante pour une des deux parties. C'est par exemple un schéma que j'observe souvent dans les couples. La conjointe prend en charge le bien-être de son partenaire, dépossédant son conjoint de son pouvoir d'agir et l'empêchant, à son tour, de la soutenir comme il le souhaiterait. Un autre indice, facile à repérer, la posture de domination dans la relation, qui trahit souvent un rôle de bourreau. Le persécuteur impose ses décisions ou plus subtilement utilise l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, la critique, l'évitement, la défensive ou le mépris, comme subterfuge pour imposer son point de vue. Ce bourreau est souvent persuadé d'avoir raison. Il pense que les autres ne sont pas capables de prendre des décisions sans lui. Il ne consulte pas, il s'impose. Je ne pense pas avoir besoin de vous donner des exemples. Généralement, nous visualisons facilement quelqu'un qui correspond à cette description dans notre entourage professionnel ou personnel. Un autre signe, vos relations aux autres sont prévisibles et elles n'évoluent pas. Un peu comme dans un cycle sans fin, vous revenez souvent au même point de départ. Imaginez par exemple une relation amicale entre 2 femmes. La conversation tourne souvent à l'identique. L'une se plaint et l'autre se retrouve dans la position de celle qui essaye de proposer de l'aide ou des solutions. Cette dernière ressort à chaque fois frustrée de leur rendez-vous. L'impression de ne pas avoir pu véritablement l'aider et surtout, elle, de ne pas avoir pu se confier. Et ce schéma se reproduit à chaque fois que ces 2 femmes se rencontrent. Encore un signe que le triangle Karpman n'est pas si loin. Vos relations aux autres vous semblent un peu volatiles et pas très satisfaisantes. Tantôt vous êtes le bourreau, puis le sauveur et la victime. Même si ces attributs changent, ils s'expriment souvent dans le même cercle relationnel. Par exemple, avec votre collègue, vous vous plaignez de ce qui vous ennuie dans votre poste actuel. Elle vous aide, vous soutient, vous donne des conseils pour sortir de cette situation désagréable. Pourtant, à un moment, vous en avez assez de ces conseils que vous n'avez pas demandés. Votre sauveur devient trop envahissant et votre ego vous pousse à adopter des comportements plus offensifs ou blessants pour la remettre en place. Dans ce cas, la relation est enfermée dans un cercle vicieux dans le triangle de Karpman. L'imprévisibilité des comportements de vos interlocuteurs, l'incapacité à vous parler simplement et clairement crée un sentiment d'insécurité qui déséquilibre la relation et l'empêche de remplir vos besoins humains fondamentaux. Alors encore un signe, vous avez du mal à mettre de la mesure dans vos relations avec les autres. Vous n'avez pas conscience de vos propres besoins, vous vous laissez bouffer ou au contraire, vous ne laissez pas assez d'espace aux autres pour exprimer les leurs. Vous surinvestissez vos relations. Enfin, dernier signe, vous avez du mal à exprimer vos besoins et vos sentiments. Vous m'avez souvent entendu le dire dans ce podcast, je constate hyper souvent dans ma pratique de thérapeute et dans ma vie quotidienne combien il nous est difficile d'identifier, de trouver les mots et d'oser verbaliser nos sentiments et nos émotions. Cela nous vient souvent de nos cultures, de la façon dont nous sommes socialisés ou encore de nos blessures. Être attentif à soi est encore trop souvent perçu comme de la faiblesse alors que c'est une grande force qui s'apprend. Dans le triangle de Karpman, le fait d'adopter une communication passive, voire parfois carrément passive-agressive, est le terrain dans lequel s'épanouit facilement ce genre de schéma. Une fois que je vous ai partagé tout ça, je pense que vous voilà équipé pour repérer les triangles de Karpman et le rôle que vous y prenez inconsciemment. Vous pouvez vous retrouver dans ce genre de situation plusieurs fois par jour et sans effort délibéré. Et vous risquez de naviguer indéfiniment entre ces mêmes 3 rôles. Alors, intéressons-nous aux portes de sortie. Comment sortir de ce triangle de Karpman? Première idée, développer la connaissance de vous-même. J'aime beaucoup lancer des coups de pied dans la fourmilière et vous rappeler que même si cela semble contre-intuitif, pour entrer en relation saine avec les autres, il est avant tout important de commencer par soi et prendre le temps de se connaître. Et oui, bien se connaître, comprendre ses besoins, ses forces et aussi ses réactions, ses croyances positives ou négatives sont autant d'appuis qui vous permettent de créer des ponts avec les autres. La connaissance et l'estime de soi vous permettent de repérer votre tendance à vous positionner en sauveur, bourreau ou victime. Par exemple, si vous râlez beaucoup, si vous vous plaignez souvent, si vous culpabilisez les autres. Bref, toutes ces attitudes, en réalité, vous font rentrer dans le triangle. Et cependant, il ne tient qu'à vous de comprendre vos limites, de les respecter et d'apprendre à dire non. Pour ça, vous pouvez réécouter notre podcast numéro 38.
Pour mieux vous connaître et pour améliorer votre connaissance de vous-même, allez écouter l'épisode 24 sur les talents, le 140 sur l'intelligence émotionnelle ou le 131 sur l'introspection. Deuxième idée, adopter une communication efficace avec les autres. Alors, ça commence notamment par nommer les situations, les faits, les circonstances, sans attaquer directement la personne en face de vous. Un outil vraiment puissant selon moi est la communication non violente qui passe par 4 étapes. Observer la situation sans jugement, nommer les faits, éviter les grandes généralisations. Du genre, une fois de plus, mon mari me laisse tomber pour les enfants un petit SMS et hop, il se débarrasse du problème et c'est sur ma pomme que tout retombe. Vous pourriez faire une petite observation et dire plutôt de manière assez factuelle, à 16h, mon mari m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il ne pouvait pas aller chercher les enfants à l'école. Tout de suite, vous vous rendez compte que la charge émotionnelle n'est pas tout à fait la même. Ensuite, vous faites un petit coup d'introspection. Comprenez ce qui vous chicote, les émotions qui vous traversent, les besoins non remplis. Un petit coup d'autocompassion ne fait pas de mal. Vous pourriez vous dire « je ne me sens pas respecté dans mon emploi du temps, dans mes occupations ». Et puis ce texto, rapide sans vérifier si je pouvais aller à l'école, m'a donné l'impression que les enfants avaient peu d'importance comparé à ses préoccupations et que je servais un peu de ramasseur de balles. Je me suis sentie alors en colère, frustrée et même un peu humiliée. Un peu plus difficile ? Essayez de les exprimer. Déjà à vous-même, c'est génial. À l'autre, si ça fait grandir la relation. Et ensuite, formulez une demande claire, concrète, positive et réaliste. Si vous souhaitez approfondir ce sujet de la demande, n'hésitez pas à écouter notre épisode 69. Lorsque vous faites une demande, votre interlocuteur peut refuser d'accéder à votre souhait. Cependant, il est intéressant de continuer le dialogue pour mieux se comprendre mutuellement et bâtir un contexte de respect mutuel. Dans le cas de notre exemple, le mari a demandé pardon et a confié à sa femme qu'il a eu une montée de panique devant une urgence professionnelle. Il lui a promis que si ça se reproduisait, il l'appellerait pour que, ensemble, ils puissent trouver une solution qui pourrait être, par exemple, de demander un coup de main à un autre parent de l'école. L'écoute et l'empathie sont des ingrédients essentiels pour justement éviter de rentrer dans un triangle. Écoutez vraiment, c'est ne pas préparer la réponse, c'est reformuler ce que a dit l'autre pour nous assurer d'avoir bien compris. C'est éviter de juger, c'est poser des questions pour inviter l'autre à préciser sa pensée et parfois même à l'aider à mettre des mots sur ce qu'il vit et sur son ressenti. Un petit point d'attention, tout ça ne signifie pas qu'il n'y a aucun désaccord ni aucun conflit. Cela signifie simplement que nous avons construit une passerelle, un pont entre nous pour en parler afin d'éviter que la situation ne dégénère en un triangle de Karpman dont personne ne sort gagnant. Rappelez-vous, écouter ne veut pas dire approuver. Enfin, troisième et dernière idée, pratiquez donc l'assertivité. J'en ai parlé dans l'épisode 256. L'assertivité est une grande compétence qui va vous permettre de rétablir un rapport équilibré entre les autres et vous. Vous pouvez être, comme le dit la CNV, ni hérisson ni paillasson. En étant assertif, vous vous connectez à l'autre, vous l'écoutez et vous regardez ses comportements sans le juger. Vous vous respectez et vous respectez aussi les autres en établissant des limites claires qui ne sont pas entachées de culpabilité. Cela implique que vous ayez exploré vos forces, vos besoins, vos attentes dans la relation, ce à quoi vous êtes prêt et ce à quoi vous ne renoncerez pas. Mettre des limites, c'est reprendre la télécommande de votre bien-être. C'est un acte d'autocompassion juste indispensable. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, sortir du triangle de Karpman, c'est 1. Repérer les rôles toxiques, la victime, le sauveur ou le bourreau. Comprendre pourquoi on y tombe, les blessures, le manque de limites, le besoin de reconnaissance. Et reprendre la main. Mieux se connaître, mieux communiquer, poser des limites justement. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous invite à analyser une situation conflictuelle que vous avez vécue en groupe. Repérez-vous un bourreau, une victime ou un sauveur ? Si oui, qu'auriez-vous pu faire différemment ? Je vous laisse avec une petite mousse servie par un barman de choix, car il ne s'agit pas moins que de Montaigne. L'amitié se nourrit de communication. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes.
C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.